Étant donné qu'on n'a aucun dispositif contraignant, aucune sanction de prévue dans le cadre du protocole de Kyoto, eh bien les pays sont libres de respecter leur objectif ou de ne pas le respecter. Aurélien Bernier a travaillé plusieurs années à l'Agence de la maîtrise de l'énergie et de l'environnement. On a mis des objectifs qui étaient faussés dès le départ, puisque entre 1990 et 1997, un certain nombre de pays, et notamment les pays de l'Est de l'Europe, ont vu leur industrie s'effondrer et donc leurs émissions de gaz à effet de serre chuter brutalement. Pour certains pays, ça a été quasiment une division par 2 de leurs émissions. Donc non seulement les pays riches, les pays développés n'arrivent pas à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, mais on assiste à une explosion des émissions de gaz à effet de serre dans les pays en développement. Entre 1990 et 2012, les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont augmenté de près de 26%, alors que l'objectif affiché est de les diviser par 2 avant 2050. Avec Kyoto, on a perdu 20 ans. C'est sans doute cela qu'on appelle une génération perdue. Pourtant, la révolution écologique est sur toutes les lèvres. Les politiques chantent l'avenir durable, les citoyens rêvent en vert. Marchands, banquiers, industriels ont adopté la couleur du temps. Mais cela suffira-t-il à changer le monde qui nous entoure ? Les prévisions qui sont faites sont toujours d'une augmentation de la consommation d'énergie très importante. Et les propositions de nos gouvernements et de nos ingénieurs et de l'industrie sont des substitutions ou des réparations. Benjamin Dessus est un spécialiste des énergies renouvelables mondialement reconnu, qui n'a jamais ménagé ses efforts militants. Alors, ce serait intéressant de dire quel type de choses c'est et quelles en sont les limites. Est-ce que comme ça on a des chances d'en sortir ou pas ? Et moi je vais te démontrer qu'on n'a aucune chance d'en sortir. On attend tous que la science, les progrès technologiques nous apportent la solution, l'énergie miracle, celle qui nous permettra de continuer notre folle course comme si de rien n'était. Les énergies renouvelables sont clairement une piste très importante. C'est peut-être pas la solution unique, la solution magique à court terme. Jean-Pascal Van Niepersel est vice-président du GIEC, le groupement international d'études du climat. Et si on prend un peu de recul, le soleil nous fournit tous les jours 8000 fois plus que la consommation mondiale d'énergie. Alors, je ne dis pas qu'on peut arriver à capter cette quantité d'énergie phénoménale demain matin, hein, mais le GIEC a écrit il y a 10 ans que le potentiel technique des énergies renouvelables s'élevait à peu près 10 fois la consommation mondiale d'énergie de 2005. Donc, la question, c'est comment traduire ce potentiel technique en potentiel utilisable économiquement. Si on est un tout petit peu brutal, on peut dire que les énergies renouvelables, on ne peut rien en attendre s'il s'agit d'éviter la guerre dans les 30 ans qui viennent. En gros, les deux énergies renouvelables significatives dans le monde aujourd'hui, c'est le bois et l'hydroélectricité. Les deux énergies renouvelables qui sont mises en tête par les Français quand on leur demande c'est quoi les énergies renouvelables, c'est l'éolien et le photovoltaïque, c'est-à-dire des queues de cerises qui comptent dans le journal parce qu'ils reçoivent plein de communiqués de presse là-dessus, mais qui ne comptent absolument pas dans la vraie vie. Les éoliennes servent en fait d'alibi à une absence de politique énergétique. Hervé Kempf est journaliste spécialisé dans le domaine de l'environnement. On fait croire aux gens parce qu'on va mettre sur le rapport de telle entreprise développement durable, on va mettre une éolienne, donc c'est perçu comme étant écologique, propre, etc. En fait, on utilise l'image de l'éolienne pour maintenir le même système, notamment en matière énergétique.